Bon, ça fait 2 ans que l'éducation nationale vit avec la Covid. Quel bilan tirez-vous ? Alors un bilan, on va dire, totalement inédit. Mais ça ne concerne pas que l'école, ce que je dis là. C'est évidemment toute notre société qui a été profondément bousculée par cette pandémie. Moi, ce que peut-être que c'est lié à mon métier, qui est tourné vers la jeunesse et donc qui est forcément positif, voilà, qui est tourné vers l'avenir. Nous sommes en train de vivre un début de sortie de pandémie. Et je ne peux pas m'empêcher d'être positif à l'issue de ces 2 ans. Voilà, en disant que nous n'avons pas tout bien fait. On a beaucoup travaillé, et en particulier les enseignants, les directeurs d'école, les chefs d'établissement avec qui j'étais il y a encore quelques minutes. Voilà, on a été extrêmement éprouvés parce que, vous le savez, notre pays a fait le choix de maintenir ouvertes ses écoles. Ouais. Voilà. C'est un choix que je n'ai pas moi à discuter. Je suis un fonctionnaire qui applique les décisions du gouvernement, mais on peut quand même être attaché au fait que l'argument principal qui a permis d'afficher cette volonté de maintenir ouvert nos écoles, c'est l'expérience du confinement de mars 2020. C'était une bonne idée, selon vous, du coup, de les maintenir ouvertes, ces écoles ? Notamment en janvier, quand on était un peu dans une flambée là, voilà, si vous voulez, on a mesuré les risques et puis les avantages. Voilà. Et on s'est rendu compte quand même que, en particulier lors du confinement complet que notre pays a connu en mars 2020, que les effets sur les enfants étaient catastrophiques. Le fait qu'ils ne soient plus dans la routine, l'habitude de se lever le matin, de rejoindre leurs petits camarades, voilà, ça a un effet dévastateur. Donc évidemment que le maintien de nos écoles ouvertes n'a pas été, loin de là, idéal. En particulier, effectivement, le protocole de janvier dernier, qui était très compliqué, voilà, qui a mis en difficulté les parents d'élèves. Justement, est-ce qu'il y a des ajustements prévus éventuellement après la prochaine rentrée ? Oui, on a déjà, on va dire, assoupli ce protocole de janvier, pardon. Et puis, vous le savez, le Conseil de défense a travaillé il y a 48 heures. On a un desserrement qui est déjà proposé dans ce qu'on appelle l'espace public. Quant aux écoles, on a un protocole sanitaire qui est particulier, parce qu'il est adapté évidemment à l'âge des enfants. Donc pour l'instant, et on aura des annonces dans quelques jours, nous restons sur le niveau 3. Vous savez que le ministre avait communiqué sur un protocole sanitaire à 4 niveaux ou 4 couleurs, comme on veut, il y a déjà 1 an. Et donc nous sommes toujours au niveau 3 pour les écoles élémentaires, donc les plus fragiles, avec le port du masque, le tracing, ce qu'on appelle les cas contacts, et le niveau 2 pour les établissements du second degré, collège, lycée et lycée professionnel. On va continuer à obliger autant de tests chaque fois qu'il y a un cas Covid, parce que les parents, ils en ont ras-le-bol, de faire des tests tous les jours à leurs gamins. C'est infernal. Oui, alors ce sont toutes les mesures qui sont contenues dans ce protocole sanitaire qui visent à protéger l'ensemble des personnes qui sont présentes à un même moment dans un lieu. Voilà, donc les adultes, bien évidemment, les enseignants, les personnels des collectivités, mais également les enfants. Voilà. Depuis janvier, c'est de la folie. Oui, non, mais vous avez systématiquement tous les jours des cas positifs, donc vous n'arrêtez pas de faire des tests. Oh oui, ça, on est à un niveau de tracing. Est-ce que vous pensez que ça va être assoupli après les vacances d'hiver ? On peut penser que voilà, ce tracing, comme on dit aujourd'hui, va s'effacer progressivement. Mais encore une fois, c'est lié à ce que disait Boris. On souhaite maintenir nos écoles ouvertes et on se donne toutes les mesures pour protéger encore une fois l'ensemble des personnes qui rejoignent tous les jours, tous les matins, une école, un collège, un lycée. Même si c'est extrêmement compliqué. Je dirais pas, Abdel, pas compliqué. On a quand même simplifié. Pour les familles, c'est compliqué. Voilà. Mais je pense qu'il n'y aurait pas eu autant de manifestations et autant de mécontentements en janvier si c'était pas compliqué. Cette première semaine du mois de janvier, lorsqu'on a repris le 3 janvier, c'est vrai que le protocole était très lourd et mettait en difficulté, évidemment, d'abord les enseignants, enfin les directeurs d'école surtout, mais les parents d'élèves, évidemment. Donc on l'a quand même assoupli. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous dire que tout est simple et que tout est revenu à l'ordinaire, mais voilà, on est quand même revenu dans un climat plus serein, voilà, où les enfants... Aujourd'hui, masque FFP2 pour les profs. Non. C'est le cas ? Alors non, tout dépend des situations. Je vais vous résumer les choses. Plus on a de contacts rapprochés avec un enfant, plus on est susceptible d'être protégé avec un masque FFP2.
Bon, qui, entre nous, n'est pas si aisé que cela à porter à raison de 8 heures par jour. Voilà. Mais on a d'abord priorisé les enseignants de maternelle, les AESH, qui, vous le savez, accompagnent les enfants porteurs de handicap et qui ont des contacts rapprochés avec eux nécessairement. Voilà, on cible vraiment les populations d'adultes qui nous paraissent être les plus exposées à une contamination possible. Et puis, on a aussi sollicité les écoles, les établissements scolaires, parce qu'on a aussi des collègues enseignants ou des collectivités territoriales qui ont des fragilités, ce qu'on appelle des comorbidités, qui appellent à ce qu'ils aient une protection supplémentaire. Voilà. On essaie d'ajuster en fonction des situations un peu individuelles. On avance sur les sujets, on parle de la rentrée prochaine, on vient d'en parler dans le débat sur la carte scolaire, mais quels sont vos objectifs sur la nouvelle carte scolaire ? Alors, j'avais eu l'occasion de vous le dire l'année dernière, à peu près au même moment. Moi, je suis très attaché à exprimer par la carte scolaire, qui est quand même un acte de gestion assez administratif. Voilà, on ferme, on ouvre. Je suis très attaché, moi, à donner des colorations pédagogiques. À la rentrée scolaire 2022, nous aurons un directeur sur 5 dans le département. Nous avons 540 écoles dans le département. Un directeur sur 5 qui aura sa décharge de direction augmentée. Avec la possibilité, évidemment, de pouvoir plus dialoguer avec les familles, plus dialoguer avec les maires, en raison de cette augmentation de leur décharge, qui avait déjà été commencée l'an dernier et que nous poursuivons pour la rentrée scolaire 2022. Et puis, les deux grands objectifs que j'avais exposés l'an dernier pour 2021, le dédoublement des classes en éducation prioritaire, en grande section de maternelle, en CP et en CE1. Nous allons nous attacher à être à 100% de dédoublement dans le département. Est-ce que c'est une réussite, ce dédoublement, justement ? On sait que c'est un grand cheval de bataille d'Emmanuel Macron. Oui, c'est une réussite. Oui. Je ne vais pas vous formuler les choses de manière trop technocratique. Ce que je peux vous dire, c'est que pour avoir visité des classes où nous avons ces effectifs à 12 avec un enseignant, vous avez des enseignants qui sont extrêmement heureux de pouvoir exercer leur métier dans ces conditions. C'est un peu moins le cas des maires. Hein. Oui, beaucoup de maires se plaignent dans le Gard de manque d'espace pour accueillir ces classes dédoublées. Quels sont les moyens qui sont alloués ? Pardon, je me mets un petit peu en porte-à-faux avec ce commentaire parce que c'est pas tout à fait la réalité. Non, les maires sont extrêmement attachés aussi à nous accompagner sur cette ligne-là. C'est vrai que certains maires, dans le département, très rares, ont de vraies difficultés à augmenter l'espace, puisque lorsqu'on veut dédoubler une classe, il faut effectivement trouver de l'espace. Voilà. Et on a, c'est moins des doigts d'une main. Aujourd'hui, les classes, je parle bien des classes, qui appelleront à ce qu'on puisse opérer ce dédoublement en 2023 et pas en 2022, en raison du dialogue que nous avons avec les maires et qui nous disent « Oui, je veux le faire, mais actuellement, je ne peux pas, parce que je n'ai pas les bâtiments, et je ne peux pas financer les choses comme ça. » Voilà. Mais vous voyez, les parents d'élèves, les enseignants, les maires sont extrêmement attachés au fait qu'on privilégie, encore une fois, des conditions d'apprentissage qui sont quand même particulièrement positives, favorables. Sur ces classes, je parle bien des écoles en éducation prioritaire. L'autre grande priorité, c'est d'aller vers le plafonnement à 24, donc 24 élèves par classe en grande section, en CP et en CE1, dans les écoles qui ne sont pas en éducation prioritaire. On n'y est pas encore. Et là aussi, Abdel, pour la rentrée 2022, je me suis fixé comme objectif d'être à 100%. Ah. Voilà, vous voyez, ça c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est-à-dire que on a, certes, les dialogues avec les parents d'élèves, avec les élus qui sont inquiets parce qu'on ferme des classes, on en ouvre. La disposition consistant à plafonner les élèves à 24 permet aussi de ne pas fermer de classe. Oui, bien évidemment. Voilà. Vous voyez, il faut essayer de regarder l'ensemble du sujet qui est complexe, j'en ai tout à fait conscience, mais qui n'est pas nécessairement défavorable à toutes les communes ou à toutes les écoles. Par classe, c'est effectivement mieux que 35 ou 40. Jean-Baptiste, votre question à notre invité. Oui, j'avais une question, monsieur le directeur, sur un sujet important. Et je sais que c'est peut-être pas l'habitude de l'administration, mais j'aimerais que vous répondiez sans langue de bois. Je voulais savoir, je regardais encore tout à l'heure le niveau des élèves en mathématiques en France, qui s'est considérablement effondré depuis plusieurs années. Je regardais que les élèves de CM1 français sont les derniers de l'Union européenne, que les élèves de 4e en France sont avant-derniers dans l'Union européenne, devant la Roumanie. Voilà, je voulais savoir comment vous expliquez ça et surtout quelles solutions
vous préconiseriez si vous étiez en responsabilité? Merci d'abord de vous intéresser de manière aussi proche des questions d'éducation, parce que je vois c'est un sujet majeur. Vous avez pris le temps de regarder ça avec une belle focale. Depuis le début du quinquennat, donc en 2018 pour être tout à fait précis, nous avons mis en place 2 grands plans de formation, ce que l'on appelait le plan Villani-Torossian, oui. Qui continue d'ailleurs à être déployé dans le département, puisque nous formons la totalité des enseignants sur le volet mathématique, et en ayant la cible évidemment des élèves les plus jeunes, et le plan français, parce que celui-ci, même si nos résultats sont peut-être un peu légèrement plus avancés que ceux en mathématiques, mais il est également déployé depuis 2 ans et demi. Voilà, donc on fait un effort considérable de formation. Alors, c'est peut-être lié au profil des enseignants que nous recrutons. Parce que, c'est vrai comme peut-être certains d'entre nous autour de la table, notre parcours scolaire n'a pas été forcément favorable ou positif dans la relation aux mathématiques. Si je vous pose cette question, c'est de manière un peu plus... Pourquoi vous me regardez? Non, je regarde personne. J'ai eu 17. C'est pas le sujet. Non, je posais cette question. J'essaie de répondre à votre question. Parce que non, mais vous avez raison. C'est vrai que pour inverser une tendance, parce que incontestablement, les évaluations dites internationales, c'est une tendance nous donnent quand même des informations extrêmement précieuses pour justement réguler l'organisation du système éducatif. Ce n'est pas pour rien si le ministre Jean-Michel Blanquer a souhaité, dans le cadre de la réforme des lycées, mettre des programmes d'enseignement des mathématiques extrêmement plus ambitieux et exigeants que ceux qui existaient auparavant. Oui, parce il y a toute une stratégie. C'est en partie ce qui est malheureusement, c'est un peu le décalage en quelque sorte qu'a souvent l'éducation nationale ou l'école, c'est qu'avant de produire des effets, il faut du temps. Oui, il faut du temps. On est évidemment dans une société. Je vous interpellais dessus parce que c'est vrai que c'est un sujet qui commence vraiment à prendre de l'importance. Je regardais que c'est pas nouveau, mais le niveau des ingénieurs ensuite est impacté. L'élite dans ce domaine périclite. Et pour les meilleurs, ça ne les incite pas à rester dans cet environnement. On a la même préoccupation, évidemment. Allez, la question de Philippe, à notre invité. Oui, vous êtes arrivé en juin 2020. Merci Philippe d'avoir noté cette... Les notes sont bonnes. Quel regard aujourd'hui portez-vous sur l'éducation dans le département du Gard? C'est bien, il m'a fait la dernière question. Ça prouve à quel point je ne demande pas aux sociétés leurs questions. Effectivement. Pour moi, Philippe, c'est une excellente... Enfin, je me permets, excellente question. Merci. Parce que le Gard... Bravo, Abdel. Non, mais ça revient sur la première partie de nos échanges. Le Gard est un département extrêmement contrasté. Peut-être beaucoup plus que d'autres. On a des territoires ruraux, on a des quartiers politiques de la ville, on a des zones urbaines extrêmement denses. Bref, il faut que l'éducation nationale puisse accompagner ces territoires en essayant de différencier son accompagnement. Oui, on a validé, c'est en cours de validation, la loi 3DS. C'est un peu cet esprit-là qu'il faut. 2 mots sur la loi 3DS. C'est décentralisation, déconcentration et simplification. Voilà. Donc on a, je pense, notre pays a besoin, et l'éducation nationale qui est quand même, rappelons-le, le service public le plus maillé dans notre pays. On a une présence partout, et il faut qu'on puisse travailler. Et je suis convaincu, encore une fois, Philippe, je ne vous le dis pas par démagogie ni langue de bois, que c'est en dialoguant avec les collectivités territoriales qu'on pourra faire avancer les choses. Les gardons du caractère quand même. Oui. Par moment, c'est un peu difficile. Vous savez, quand j'ai traversé le Rhône, parce que j'ai exercé auparavant dans l'Académie d'Aix-Marseille, et historiquement, le sillon rhodanien séparait le Saint-Empire de la terre des rois de France. Et c'est vrai que lorsque j'ai traversé le Rhône pour rejoindre le Gard, j'ai dit à quelques amis, je rejoins la terre de France, la terre de la contestation. Mais c'était... le Gard n'est pas... est à la hauteur de... Le Gard n'est pas... Non, je pense, honnêtement... C'est pas si difficile que ça. Je pense que les contestations sont d'abord l'expression d'inquiétude. Voilà, nous sommes dans une période, on l'évoquait avec la crise sanitaire, l'école reste quand même un symbole extrêmement fort dans notre pays, c'est le lieu où on peut refaire nation.
C'est pour ça qu'on y est tous attachés. Et je pense que ces contestations, elles expriment d'abord des inquiétudes. Et mon job, comme on dit, c'est d'abord de rassurer, d'expliquer les choses, de faire de la pédagogie, même si parfois, Philippe, c'est compliqué. J'en ai conscience sur les opérations de carte scolaire, mais voilà, mon job, c'est d'abord de faire de la pédagogie.